Avez-vous déjà voulu tuer un Écossais et vous en sortir légalement? Regardez cette vidéo pour savoir comment faire. Bienvenue à la folie médiévale. À partir d'environ 1150, la monarchie a commencé à jouer un rôle beaucoup plus important dans la gestion du système judiciaire en Angleterre. Plusieurs siècles s'écouleraient avant la mise en place du système juridique actuel, mais les prémices des procès avec jury ont débuté à cette époque. Certaines lois et punitions médiévales semblent assez choquantes selon les normes d'aujourd'hui, et la justice de l'époque n'était certainement pas sans ses défauts et cruautés. Au début du Moyen-Âge, les seigneurs provinciaux étaient responsables du maintien de la loi et de l'ordre dans leur propre comté. Mais dès la fin du XIIe siècle, des juges nommés par le roi effectuaient des visites locales appelées Eyres. Les citoyens avaient tellement peur des juges visiteurs qu'en 1233, cela a causé la fuite de toute la population d'un village cornouaillais qui s'est caché dans les bois environnants. Les Eyres ont finalement été remplacés par les assises, qui se tenaient périodiquement en Angleterre et au pays de Galles à la fin du XIIIe siècle. Elles se tenaient généralement 2 fois par an pendant le carême en mars ou avril et à la Trinité en juillet ou août, bien qu'elles puissent également être convoquées en hiver s'il y avait suffisamment de cas à traiter. Les assises couvraient généralement les infractions les plus graves telles que la contrefaçon, le vol à main armée, le meurtre, le vagabondage, le viol, l'infanticide, la fausse monnaie et la sorcellerie. Elles ont été utilisées jusqu'au début des années 1970, puis remplacées par les tribunaux de la couronne permanents. En 1215, le pape Innocent III a interdit le procès par épreuve. Cette forme cruelle et dangereuse de jugement impliquait qu'un suspect accomplisse une tâche douloureuse pour prouver son innocence. La plupart des procès impliquaient de l'eau ou du feu, comme marcher sur des charbons ardents ou retirer une pierre de l'eau bouillante. Si les blessures de l'accusé guérissaient en 3 jours, il était alors innocent et libre. Sinon, il serait puni. En 1220, les suspects se voyaient offrir un procès par jury, bien que cela se soit avéré problématique, car on pensait qu'il était mal de forcer quiconque à se soumettre à ce type de jugement. Pendant de nombreuses années, il y a eu débat sur la manière de traiter quelqu'un qui refusait le procès, jusqu'en 1275, où les suspects ont été ordonnés d'être torturés en étant écrasés sous des pierres, connues comme une punition forcée et dure, vraiment pris entre le marteau et l'enclume. Il semblait que le prisonnier changerait d'avis ou mourrait. Mais maintenant, en plus des crimes plus graves tels que le meurtre, le viol et le vol, d'autres lois ont été adoptées qui ont révélé une compréhension plus approfondie de ce qui préoccupait la société médiévale. Au Moyen-Âge, les jeux de carnaval sont devenus très populaires. C'était un moyen pour les gens de se défouler avant le début de la stricte saison du carême. En France, il existe une référence du XIIe siècle à un jeu connu sous le nom de le sol, où la balle était propulsée par les mains ou par des bâtons, ainsi que frappée avec les pieds. En Angleterre, le moine gallois Nennius mentionne un groupe de garçons jouant avec un ballon au IXe siècle. Ces anciens types de football joués dans les villes et les villages impliquaient généralement 2 équipes composées d'un grand nombre de personnes, toutes se battant pour une vessie de porc gonflé. 2 marqueurs seraient déplacés, un à chaque extrémité de la ville, et l'idée était d'y arriver par tous les moyens possibles sauf le meurtre. Cela a causé le chaos dans les rues, la destruction de biens et même une mort. On prétend qu'un étudiant d'Oxford a été tué en 1303 en jouant au football dans la High Street. Puis, en 1314, le roi Édouard II a complètement interdit le sport. On le décrivait comme un grand bruit dans la ville causé par des bousculades autour de gros ballons de football, d'où pourraient en surgir de nombreux maux. Ignorer cette loi était passible d'emprisonnement. En 1363, Édouard III a également interdit le football ainsi que le hockey, les combats de coqs et, je cite, d'autres jeux oisifs du même genre. 30 lois locales et royales ont officiellement interdit le football en Angleterre entre les années 1314 et 1677. En 1495, une loi fut introduite interdisant à tous les jeunes hommes non nobles, comme les serviteurs ou apprentis, de jouer au tennis. C'était considéré comme une distraction et une incitation au jeu d'argent. À Noël, la loi était assouplie et tout le monde était autorisé à jouer au tennis tant que le jeu se déroulait à l'intérieur de la maison de leur maître.
En 1337, Édouard III d'Angleterre a interdit à quiconque dans le pays de porter de la fourrure. En 1350, il a été encore plus loin. Suite à la peste noire, il y avait une pénurie de main-d'œuvre et les paysans survivants réclamaient une hausse de salaire. La noblesse était plus qu'un peu agacée par ce tournant des événements, et donc le roi Édouard a décrété qu'il contrôlerait, je cite, « la malice des serviteurs qui étaient entoisifs et ne voulaient pas servir après la peste ». Il a fait cela en introduisant une loi connue sous le nom de loi sur les travailleurs et les artisans. La loi visait à maintenir les gens à leur place et à les empêcher de s'habiller mieux que leur statut social. Les paysans ont par la suite été interdits de porter les modes vestimentaires de la noblesse et ont dû se contenter des vêtements de paysans qu'ils portaient avant l'arrivée de la peste. Cela permettait également de reconnaître plus facilement les roturiers lors de rassemblements, car les soulèvements inquiétaient la couronne. Édouard est allé encore plus loin, toujours en 1367, en introduisant le statut de l'alimentation et de l'habillement, spécifiant ce qui était autorisé et ce qui ne l'était pas, et même combien pouvait être dépensé. Un artisan et sa famille n'étaient pas autorisés à porter des soies, des fourrures ou des velours, et leur tenue complète ne devait pas coûter plus de 40 shillings. Seule la royauté avait le droit de porter de la soie pourpre ou du tissu d'or, et seuls ceux au-dessus du rang de chevalier étaient autorisés à s'habiller en zibeline, soie, satin, velours, damas ou laine importée, et aucune servante n'était autorisée à porter une ceinture garnie d'argent. La mode masculine devenait de plus en plus choquante et était considérée comme immorale car les chemises des hommes étaient à portée très courte. Ainsi, pour préserver la pudeur, la loi a été appliquée aux tuniques. Elle stipulait que, je cite, « aucune personne en dessous du rang de seigneur ne devait porter de robe, de veste ou de manteau qui ne couvre pas les parties génitales et les fesses. » Ah, être un seigneur! L'amende pour cela était bien plus élevée, les contrevenants étant condamnés à 20 shillings, soit un peu moins de 700 livres actuels. Au milieu du XVe siècle, un type de chaussures plus élégant et pointu est devenu à la mode chez les hommes en Europe. Ils étaient appelés piques ou krakal car on pensait qu'ils étaient originaires de Cracovie, qui était la capitale de la Pologne à l'époque. Le bout de la chaussure serait rempli de rembourrage pour les garder rigides et maintenir leur forme. Certaines des piques étaient aussi longues qu'elles devaient être tirées en arrière et attachées autour de la jambe du porteur. En 1463, la loi d'Édouard VI a été adoptée. Elle ordonnait que, je cite, « aucun chevalier en dessous du rang de seigneur, écuyer ou gentilhomme, ni aucune autre personne ne porte de chaussures ou de bottes ayant des pointes ou des épines qui dépassent la longueur de 2 pouces. » La punition pour avoir enfreint la statue était une amende de 3 shillings et 4 pence, ce qui équivaudrait à un peu plus de 100 livres aujourd'hui. Et ce n'étaient pas seulement les hommes qui étaient esclaves de la mode. En 1430, les femmes vénitiennes avaient la hauteur de leurs talons limitée à 3 pouces. Certaines dames portaient des chaussures à plateforme appelées chopins, pouvant mesurer jusqu'à 30 pouces de haut. Les dames employaient de petits serviteurs pour marcher à leur côté afin qu'elles puissent s'appuyer sur leur tête et se stabiliser. En l'an 1348, il y avait 100 000 personnes vivant à Venise, ce qui en faisait la ville la plus peuplée d'Europe. C'était un port de commerce très important et par conséquent, de nombreuses travailleuses du sexe ont fait du port leur maison. Les marins cherchaient toujours à passer du temps avec des dames après avoir passé plusieurs mois en mer. Le gouvernement vénitien était heureux de profiter de l'augmentation des recettes fiscales. Mais en 1360, ils ont limité l'ouverture des bordels à la zone de Castelletto, près du marché Royalto. Malgré cela, les affaires ont prospéré et dans les années 1420, d'autres zones ont été désignées comme quartiers chauds. Une loi a ensuite été adoptée qui rendait obligatoire pour toutes les prostituées de porter du jaune pour se distinguer des autres dames d'une réputation moins douteuse pour l'époque. Dès 1309, le roi Édouard II d'Angleterre avait promulgué des lois qui contrôlaient ce que son peuple mangeait et buvait. Il a déclaré que les dépenses excessives et la, je cite, consommation outrageuse de viande et de plats fins par les grandes maisons du royaume devaient prendre fin. Il pensait que cela donnait un mauvais exemple à la paysannerie et que le système de classe devait être préservé. En 1336, son fils Édouard III a interdit à quiconque de manger plus de 2 plats pendant les repas. Il pensait que ses soldats devenaient trop gros pour se battre et ne seraient pas capables, je cite, d'aider leur suzerain ou seigneur en temps de besoin. La loi décrivait même la soupe comme un plat séparé, car certaines personnes la qualifiaient de sauce ou de condiment pour pouvoir manger davantage.
Le roi Édouard estimait que l'obésité rendait les gens plus susceptibles d'être immoraux et pécheurs. Comme beaucoup de lois, celle-ci était également assouplie à Noël, et lors d'autres fêtes chrétiennes où 3 plats étaient autorisés. La statue n'a été abrogée qu'en 1856, bien qu'il n'y ait aucune preuve qu'elle ait été réellement appliquée, et ce n'était pas seulement en Angleterre. Charles XVI et Philippe VI de France ont également tous deux adopté des lois somptuaires, tout comme les Vénitiens, qui étaient interdits de dépenser plus d'un demi-ducat par personne par dîner en 1229. Les banquets luxueux devenaient courants parmi les riches, et il y avait une crainte que cela provoque trop d'envie parmi les citoyens les plus pauvres. Ce ressentiment pourrait provoquer des situations dangereuses telles que la rébellion ou des tentatives d'assassinat du doge. Les riches du Moyen-Âge avaient un régime alimentaire extrêmement varié. Ils mangeaient de tout, des castors aux cygnes, des hérissons aux ponts, et tout le reste. La Praerogativa Regis, ou loi de prérogative royale, qui a été créée en 1322, stipule que toute baleine ou esturgeon, soit capturée, soit échouée sur la plage, appartient au monarque régnant car ce sont des poissons royaux, la tête appartenant au roi et la queue à la reine. Techniquement, ce statut est toujours en vigueur et toutes les baleines ou grands esturgeons pris en mer ou ailleurs dans le royaume devraient être offerts à la reine. Le cygne tuberculé sauvage demeure également une propriété royale. Considéré comme un mets délicat en Europe depuis le XIIe siècle, posséder un cygne indiquait la noblesse, ainsi que d'autres passe-temps tels que la fauconnerie, courir avec les chiens ou posséder un cheval de guerre dressé. Ils étaient des symboles de richesse et d'élevage. En 1482, la loi stipulait que seuls les propriétaires terriens d'un certain revenu pouvaient posséder des cygnes, qui étaient marqués au bec avec la marque du propriétaire. Tous les cygnes non marqués appartenaient à la couronne. Souvent mangés lors de banquets, les cygnes étaient considérés comme un plat spécial et étaient souvent présentés comme le plat principal cuit puis redressé dans leur peau et leurs plumes. Ils étaient particulièrement recherchés pour les festins de Noël. Le roi Henri III a servi 40 lors de ses festivités de Noël à Winchester en 1247. Personne autre qu'un gardien enregistré n'était même autorisé à interagir avec les cygnes de quelque manière que ce soit en les vendant, en les chassant de leurs terres, en les chassant ou en les piégeant. Bien que l'actuelle reine d'Angleterre, Élisabeth II, n'exerce pas son droit de manger du cygne, autant que nous le sachions, il reste toujours illégal pour quiconque en Angleterre de les manger, car ils sont un oiseau sauvage protégé. L'une des lois européennes les plus étranges de la période médiévale implique également des animaux. S'ils étaient reconnus coupables, ils pouvaient être jugés devant un tribunal. Les chevaux, cochons, vaches et autres animaux domestiques pouvaient être jugés pour meurtre d'humains. S'ils étaient reconnus coupables, ils pouvaient être mutilés, exilés ou exécutés. Des créatures plus petites comme les rats, les souris, les sauterelles, les charançons et autres nuisibles qui étaient reconnus coupables de destruction de récoltes seraient excommuniés de l'Église. C'était probablement pour faire en sorte que les gens se sentent moins coupables de les exterminer. Ils étaient de les considérer comme toutes les créatures de Dieu à une époque où l'Église et la religion signifiaient tout. Le Conseil de Worms en Allemagne a décrété en 864 qu'un essaim d'abeilles devrait être asphyxié dans leur ruche. Ils avaient piqué un homme à mort et les gens avaient peur que leur miel soit diaboliquement contaminé. En 1480, l'évêque d'Autun en France a ordonné 3 jours de procession pour ordonner aux limaces qui ruinaient son domaine de partir ou d'être maudites. En 1266, un cochon a été brûlé publiquement pour avoir tué un enfant et en 1386 à Falaise, en France, un autre a été condamné à, je cite, être mutilé et estropié à la tête et aux pattes avant d'être pendu pour avoir déchiré le visage et les bras d'un enfant. Le cochon a été habillé en vêtements d'homme avant la pendaison. La période normande de l'histoire s'est étendue de 1066, avec l'invasion de Guillaume le Conquérant, jusqu'à 1154. Selon un costume normand qui répertoriait les lois locales, toute personne qui était trouvée avoir diffamé quelqu'un en l'appelant un meurtrier ou un voleur devait payer une très grosse amende. Ensuite, se tenant au centre de la ville, cela signifiait généralement le marché, il devait se pincer le nez et se confesser publiquement comme un menteur à tous ceux qui passaient. Ceux pris à mentir devaient porter un drap blanc et rester à l'extérieur de l'église. Alors que leurs familles et leurs amis passaient, ils devaient en se repentir et demander leur pardon.
D'autres formes d'humiliation publique étaient appliquées à travers l'Europe pendant le Moyen-Âge, comme le pilori ou les stocks, généralement utilisés pour des crimes plus mineurs comme le juron ou l'ivresse, bien que les femmes y soient placées pour du harcèlement. Ceux qui étaient accusés étaient retenus dans un cadre en bois et les habitants étaient encouragés à jeter ce qu'ils voulaient sur le délinquant. Des aliments pourris, du fumier, même des pierres. D'abord utilisé en 1227, chaque paroisse en Angleterre devait avoir son propre ensemble de stocks selon la loi anglaise. En fait, en 1405, un statut a été mis en vigueur qui déclarait qu'un village sans ensemble n'était en réalité qu'un hameau avec moins de droits. Cette loi est toujours en vigueur. En 1313, le roi Édouard II d'Angleterre s'était fait de nombreux ennemis parmi ses propres nobles et pensait qu'une rébellion armée pourrait être imminente. Il a donc ordonné un statut interdisant le port d'armure ou le transport d'armes au Parlement pour assurer sa propre sécurité. En 1318, Thomas II, comte de Lancaster, semble avoir enfreint cette loi, mais était alors trop puissant pour être puni. En réalité, aucune preuve ne permet de supposer que quelqu'un ait déjà été accusé de cette infraction. Au milieu du XIIIe siècle, l'art de la chevalerie était bien en cours. La galanterie, la bravoure et la loyauté étaient toutes des qualités associées à être un chevalier au Moyen-Âge. Cependant, être anobli chevalier apportait aussi son lot de difficultés. Le coût de l'armure et des vêtements de cérémonie était particulièrement élevé, et tout le monde n'était pas attiré par les dangers de risquer leur vie au combat. En 1233, Roger de Sommery a effectivement eu l'audace de refuser d'assister à sa propre cérémonie d'adoubement lorsqu'elle lui a été offerte par le roi Henri III d'Angleterre. Furieux, Henri a immédiatement créé une loi qui rendait illégal le refus d'un titre de chevalier et il a saisi les terres d'ancien de Roger de Sommery. Il rejoint maintenant des personnalités comme David Bowie, Stephen Hawking et Ellis Lowry, qui ont également refusé un titre de chevalier, bien que sans la menace de voir leur maison confisquée, je suppose. Au cours du XIIIe siècle, le chevalier écossais William Wallace a dirigé une armée qui a mené des raids à grande échelle dans le nord de l'Angleterre, à travers la Cumbrie et le Northumberland. En 1297, il a même vaincu les forces anglaises d'Edward Powham au pont de Stirling lors de la première guerre d'indépendance écossaise. Il semble que la ville du nord de York ait été légèrement inquiétée par ce tournant des événements et qu'un nouveau règlement a été mis en vigueur qu'ils espéraient les protégerait de la menace écossaise. Le statut déclarait qu'il était acceptable de tuer un Écossais à l'intérieur des murs de la ville de York s'ils sont trouvés à l'extérieur après le coucher du soleil, mais seulement si un arc et une flèche sont utilisés et que le tir n'a pas lieu un dimanche. De même, les rébellions galloises qui ont eu lieu entre 1400 et 1415 ont provoqué la panique dans la ville anglaise voisine de Chester. Dirigés par Owen Glendower, les Gallois ont courageusement combattu dans plusieurs batailles sanglantes, mais ont également échoué dans leur lutte pour l'indépendance. Le comte de Chester était tellement inquiet du risque continu pour sa ville qu'il a promulgué une loi interdisant aux Gallois et à leurs sympathisants de rester à l'intérieur des murs de la ville. Tout Gallois surpris là entre le coucher et le lever du soleil devait être décapité. Le comte est ensuite devenu le roi Henri V, et il n'y a aucune preuve que l'une ou l'autre de ces villes du Nord ait abrogé ces lois. Merci d'avoir regardé cet épisode de Folie médiévale. Abonnez-vous si vous aimez le contenu car nous publions des vidéos chaque semaine. Merci encore et nous vous verrons bientôt.